Bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence Apsis Cyborg. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveautés de la solution Sage 100 V9. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Yann Delporte et André Dumas, pré-sales consultante Sage, ainsi qu'Emmanuel Mattei, chef de marché Sage PME. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci Léa pour cette présentation. Démarrons tout de suite donc sur les nouveautés Sage 100 V9. Je suis Emmanuel Mattei, je suis responsable de marché de l'activité Sage PME chez Apsis Cyborg et je serai donc accompagnée aujourd'hui d'André Dumas et de Yann Delporte de l'équipe avant-vente de Sage. Je vous propose le sommaire suivant pour cette présentation. Donc cette nouvelle version Sage 100 V9 est une version qui est orientée vers la nouvelle législation autour de la facture électronique. Donc effectivement, on va aborder ce sujet pour faire avant tout un rappel sur la loi, pour repositionner les grands items et les grands jalons de cette loi de la facture électronique. On parlera du nouveau format de facture, le format Facture X. On abordera aussi un autre sujet autour du légal qui est l'évolution de la norme de la gestion de la TVA sur les acomptes, à la fois côté gestion commerciale et aussi comptabilité. Ensuite, on fera un rapide tour d'horizon de quelques-unes des améliorations de cette version 9 de Sage 100 et également quelques sujets autour de Sage 100, que ce soit Sage CRM, la gestion de production. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, mais avant ça, quelques chiffres sur Apsis Cyborg pour repositionner notre société, qui nous sommes on the slide. Aujourd'hui, Apsis Cyborg, nous venons de fêter nos 35 ans, donc 35 ans d'expertise. 35 ans d'expertise, 15 agences réparties en France et à l'étranger, donc 13 en France et une en Belgique et une à Londres. Aujourd'hui, 530 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 71 millions d'euros que nous avons réalisé en 2021. Et puis Apsis Cyborg, ce sont surtout 3300 clients qui nous font confiance et qui travaillent avec nous, certains depuis de nombreuses années. Donc merci pour ça. En termes d'activité, aujourd'hui, Apsis Cyborg, alors vous nous connaissez avant tout peut-être pour notre métier de l'intégration, donc de l'accompagnement dans la mise en place des solutions de gestion, mais également nous avons des activités sur la partie assistance, donc le support à l'utilisation de ces solutions que nous intégrons, mais également une activité conseil pour vous accompagner sur un certain nombre d'aspects, que ce soit de l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage, de l'aide au choix, vous devez sélectionner une nouvelle solution, de l'accompagnement à la rédaction de cahier des charges, pourquoi pas. Également une activité qu'on appelle cloud, c'est-à-dire la possibilité d'héberger les solutions que vous choisiriez, qui sont des solutions qu'on appelle on-premise, et de les mettre dans un cloud privé. Donc, on va pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Et également une activité que dans notre jargon, on appelle factory, mais qui tourne autour de développements spécifiques que nous pouvons réaliser pour vous, pour pouvoir soit enrichir des solutions de nos éditeurs phares, soit partir d'une page blanche et construire de toutes pièces une solution qui serait dédiée pour vous. Donc voilà pour Apsis Cyborg en quelques chiffres. Passons maintenant au sujet donc, de cette V9 et plus particulièrement prenons la route vers la facture électronique. Je laisse la parole à Yann. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. On va prendre le temps de refaire un point sur l'état aujourd'hui de cette nouvelle loi sur la facture électronique. Donc on va essayer de vous mettre quelques items qui vont vous permettre en tout cas de très rapidement sur ce slide de savoir ce qu'est la loi. Déjà, première chose, c'est une réforme fiscale
à but de renforcer en fait la prévention contre la fraude à la TVA. Et je dirais c'est aussi c'est l'essentiel en tout cas de cette loi. Cette loi aussi a un calendrier d'application. Donc, il y aura plusieurs étapes selon les typologies d'entreprise, enfin, surtout les tailles d'entreprise, aussi bien en nombre de salariés que de chiffre d'affaires. On va avoir aussi l'apparition de nouveaux formats de factures obligatoires, puisqu'on parle de factures électroniques. Donc, on aura des formats qui seront imposés pour ces factures électroniques, et le format PDF ne sera pas un format aujourd'hui de facture électronique. Il sera toléré temporairement le temps de la mise en place de cette loi, mais il devrait s'éteindre on va dire automatiquement dans les 6 mois après le lancement définitif de cette loi. On va avoir aussi des nouveaux circuits, puisque les factures ne seront plus imprimées, plus envoyées par courrier ou par mail. Il va y avoir des circuits obligatoires pour la circulation de ces factures électroniques. On va en reparler tout à l'heure, mais ça va changer la manière, en tout cas, d'aborder la partie facturation, puisque ça ne se fera plus comme vous connaissez actuellement, et ça passera notamment par des canaux de communication informatique. Et on va avoir 2 grandes fonctionnalités qui vont arriver avec cette loi, que sont le e-invoicing. Donc, le e-invoicing, pour le résumer, c'est la transmission de la facture électronique, c'est-à-dire le dépôt de celle-ci de l'émetteur vers le récepteur de la facture. Essentiellement, par rapport à cette loi, pour toutes les factures donc B2B, hein, d'entreprise, en tout cas d'entreprise à entreprise, ou B2J, notamment d'entreprise à administration publique, hein, école, mairie, etc. On ne parle pas, notamment ici pour l'envoi de factures, du B2B à l'international ou du B2C, donc vers le particulier. Ça n'en fait pas partie, en tout cas, eux ne seront pas on ne sera pas obligé d'envoyer une facture électronique vers ces personnes. Deuxième fonctionnalité, le e-reporting. Et celle-là, elle est importante, hein, c'est l'essence de cette loi. Ça va concerner là toutes les entreprises, que ce soit aussi les particuliers ou le B2B à l'international. De toute façon, dès qu'il y aura de la TVA sur une facture, ça va concerner tout le monde. Et notamment ce e-reporting, pour le résumer, c'est l'envoi de vos données de TVA pour le pré-remplissage de la déclaration de TVA. C'est-à-dire que quand vous allez émettre une facture, hein, vous allez envoyer cette facture, en même temps, il y aura un flux de données qui enverra les informations de TVA à l'administration fiscale pour le pré-remplissage de votre TVA. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'essence de cette loi, parce que si je rappelle l'objectif, hein, bien sûr, il y a la diminution des temps de traitement, mais je dirais que ce n'est pas ça l'essence, c'est surtout renforcer la prévention et la lutte contre la TVA. D'accord? Et aussi un peu en pointillé derrière, hein, c'est aussi d'améliorer, notamment pour l'État, pour l'administration fiscale, la connaissance de la conjoncture économique par des remontées d'informations au fil de l'eau, hein, concernant l'activité des entreprises. Comme vous allez envoyer les informations de facture régulièrement à l'administration fiscale, ça leur permettra aussi d'avoir ce type d'informations à disposition. On a parlé tout à l'heure d'un calendrier. Le calendrier, c'est celui-ci. J'ai 3 jalons. 1er juillet 2024, 1er janvier 2025, 1er janvier 2026. Les premiers, en tout cas, premières typologies d'entreprises qui seront concernées par l'ensemble des flux, ça va être les grandes entreprises, d'accord, en réception et en émission. Les autres tailles, que ce soit les ETI ou les TPE-PME, il y aura quand même l'obligation de réceptionner, et ça se comprend parce que si je travaille avec une grande entreprise qui, elle, m'émet sa facture au format électronique, il faut que je sois en capacité de la réceptionner. Donc ça, dès le 1er juillet, tout le monde devra savoir réceptionner une facture électronique. Après, selon les tailles, ETI, TPE, PME, pour les ETI, ça sera le 1er janvier 2025 pour l'émission, et pour les TPE, PME, à partir
du 1er janvier 2026. D'accord? Donc, ne serait-ce que par le fait que tout le monde doit réceptionner à partir du 1er juillet 2024, cette réforme va arriver très vite. En tout cas, on a l'habitude de dire chez Sage que c'est pour demain. D'accord? Et c'est quand même assez proche, 1er juillet 2024. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il va y avoir des nouveaux acteurs. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà validées dans le cadre de la loi. Donc, comme nouvel acteur, on va avoir la plateforme publique, d'accord, qu'on va appeler, son nom sera Portail public de facturation, ou PPF, c'est l'acronyme qui présente cette plateforme. C'est ex-Chorus Pro, donc pour certains, vous connaissez peut-être déjà, et elle permettra en fait de faire des échanges gratuits entre les entreprises, en tout cas pour celles qui auront choisi ce PPF comme plateforme d'échange. D'accord ? Elle va aussi concentrer l'ensemble des flux à destination de l'administration fiscale, c'est-à-dire que le e-reporting, donc l'envoi des données de TVA, passera obligatoirement par ce portail public de facturation. Et c'est elle aussi qui détiendra au travers notamment d'un annuaire centralisé les informations de routage. C'est cette plateforme qui connaîtra qui est l'émetteur, qui est le récepteur de la facture. Ce portail, aujourd'hui, il n'acceptera que 3 formats. En tout cas, c'est les 3 formats qui ont été validés dans le cadre de la loi, l'UBL, le FactureX et le UNCEFACT C2I. Donc, ces 3 formats sont des formats électroniques de facture, c'est-à-dire que ce sont des documents informatiques qui contiennent donc à l'intérieur de ces documents les données de votre facture. Et quand je dis données, c'est le mot brut de la donnée, c'est de la donnée brute informatique. C'est pas, en tout cas pour la plupart, ça ne sera pas lisible. Mais on reparlera du FactureX tout à l'heure. Le PPF aussi proposera l'archivage de vos factures avec preuve probante pendant 10 ans, si c'est bien sûr la plateforme qui est émettrice de vos factures. Et le dépôt manuel, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le PDF ne sera, enfin en tout cas sera toléré, mais ne sera pas un format électronique. Le PDF sera un PDF simple. Ça sera possible encore de le déposer comme on fait aujourd'hui sur Chorus Pro pendant une phase transitoire, mais après, le portail public n'acceptera plus de PDF. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette plateforme publique de facturation ouvrira en test à partir du 1er janvier 2024. D'accord ? Donc, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, cette plateforme d'échange n'existe pas. C'est-à-dire que l'échange de factures électroniques ne peut pas encore se faire à l'heure actuelle. Autre acteur, on va aussi avoir des plateformes privées, au-delà de la plateforme publique, qu'on va appeler plateforme de dématérialisation partenaire, ou PDP. Ces PDP, elles vont assurer bien sûr les mêmes fonctions que la plateforme publique, c'est-à-dire l'émission, la transmission des factures électroniques d'un émetteur vers un destinataire, voire aussi éventuellement d'autres informations. Et elle transitera aussi les informations de données fiscales, c'est-à-dire de TVA, vers la plateforme publique. Ces plateformes privées, aujourd'hui, elles n'existent pas. Elles vont être immatriculées pour 3 ans et auditées régulièrement. L'ouverture du service d'immatriculation, septembre 2023. Donc aujourd'hui, ça me semble compliqué de dire qu'on a déjà des PDP en place, des plateformes de dématérialisation partenaires, puisque l'immatriculation commence que d'ici 1 an. Elles doivent aussi garantir l'interopérabilité avec le PPF, d'accord, ou au moins un autre PDP. Donc, elles doivent pouvoir communiquer à minima avec le PPF. Elles doivent aussi respecter des standards de sécurité, ISO 27001, le Secnum Cloud, bien sûr la notion de RGPD. Toutes ces sécurités doivent être garanties pour pouvoir être PDP. Et elles pourront aussi, et c'est ça qui va être intéressant, gérer d'autres formats que les formats du socle de la loi. Je vous rappelle, le portail public ne gère que 3 formats, l'UBL, le UNCEFACT C2I et le FactureX. Elle ne gérera pas d'autres formats.
Donc, quid des entreprises qui font déjà potentiellement de l'EDI avec d'autres sociétés, et que ces sociétés ne souhaiteront pas, en tout cas, couper ce flux EDI. Ce genre de plateforme, bien sûr, hein, ça sera un service, hein, permettra de transformer un flux EDI en format légal, hein, UBL ou autre format, qui permettra d'être accepté au niveau des informations qu'accepte la plateforme publique. Hein, puisque je rappelle, il y a quand même des données qui transitent, hein, même si je prends un PDP, qui transite par la plateforme publique. Et dernier acteur, alors ça, c'est un acteur qui va être intéressant pour les entreprises qui ont une solution de gestion qui ne permettra pas de générer les factures au format légal. Il faudra bien qu'ils aient une solution pour dématérialiser leurs factures clients dans le format légal. On aura ces entreprises qu'on appelle les opérateurs de dématérialisation qui auront pour unique vocation de transformer un flux informatique de données de factures dans le socle minimal, hein, donc UBL, CFACT ou FactureX. D'accord, hein, et elles ne transporteront rien, hein, l'objectif sera juste de transformer. C'est-à-dire que j'ai un produit qui n'évolue pas moi, mais je veux le garder, je vais être obligé de faire appel à ces opérateurs de dématérialisation. Bien sûr, ça sera un service payant, hein, pour pouvoir transformer les factures de mon outil de gestion qui ne sera pas à jour vers le format légal. On a parlé aussi de nouveaux circuits. C'est assez schématique, hein, mais les circuits, ça va se passer de la manière suivante. Si je prends deux entreprises, l'entreprise C et l'entreprise D, qui ont choisi notamment comme portail pour en tout cas le transit de leur facture, le portail public de facturation, hein, le PPF. Si par exemple l'entreprise C émet une facture vers l'entreprise D, donc, elle va soit passer par un OD pour le transformer dans le bon format, hein, de facture. Après, ça va être envoyé sur le portail public. Le portail public, au travers de l'annuaire, va faire le matching entre les deux sociétés, donc va savoir vers qui envoyer cette facture. Et l'entreprise D recevra sa facture, hein, de l'entreprise C, qu'elle intégrera directement dans son système. D'accord ? En même temps que ce flux de routage de factures, j'aurai aussi l'envoi des données fiscales, des données de TVA, vers l'administration fiscale. D'accord ? Maintenant, si l'entreprise C, qui elle a choisi le PPF pour transporter ses factures, travaille avec l'entreprise B, qui elle a choisi un PDP pour le transit de ses factures, ça fonctionnera de la même manière, sauf que la communication se fera entre le PPF et le PDP pour le routage. C'est-à-dire que le PPF va savoir, quand j'envoie ma facture ici de C vers B, que mon client utilise un PDP pour la réception, enfin, en tout cas le transit de ces factures, et le PPF, du coup, enverra la facture vers le PDP qui se chargera de transmettre la facture à l'entreprise B. Et dernière chose, si ces deux entreprises qui ont elles-mêmes choisi un PDP, ça transitera entre PDP. Pareil, le PDP a accès à l'annuaire centralisé, hein, donc il enverra vers le PDP de l'entreprise B qui recevra sa facture. Seule chose qui est un peu différente au niveau des PDP, c'est le flux de données de TVA qui sera envoyé du PDP vers le portail public pour être transmis à l'administration fiscale. C'est, on va dire, la seule différence par rapport au PDP. Les entreprises sont libres de leur choix au niveau des transitaires de leur facture, hein, en sachant que le choix qui, je pense, va être le plus logique pour la plupart des entreprises au départ, ça sera le PPF puisqu'il est gratuit. Mais après, hein, selon les contraintes des différents process dans vos entreprises, il faudra peut-être passer par un PDP. Hein, ne serait-ce que l'EDI, hein, ça sera un passage obligé par des PDP. Donc, on a vu un peu comment ça allait se passer. Maintenant, la facture X. La facture X, déjà, c'est une nouveauté de la version 9, c'est-à-dire que on vient nous faire un premier pas sur, en tout cas, sur cette loi de finances pour la facture électronique. Sage a choisi le format facture X,
C'est-à-dire que les factures qui seront émises dans le cadre de la loi au travers des solutions Sage seront des factures au format FactureX. Donc, c'est un format standard de facture électronique, à la fois visible par l'humain, c'est-à-dire que j'aurai toujours visuellement, comme vous le voyez ici sur l'écran, le PDF, d'accord, mais j'aurai aussi un format lisible pour la machine. Donc, notamment, j'aurai un format XML. Je vais expliquer après comment ça se passe. Ça permet déjà les avantages d'avoir une transition en douceur, parce que j'aurai quand même un format lisible, c'est-à-dire que je pourrai encore voir la facture visuellement au travers du PDF. C'est prêt pour l'intégration dans d'autres systèmes, puisque j'ai ces données XML qui permettront de s'intégrer dans les autres systèmes. J'ai aussi, et notamment, ça c'est ce qui est demandé par la loi, un logo qui identifie, notamment par rapport au PDF, que c'est bien un PDF de type FactureX. D'accord ? Notamment le logo, vous le voyez tout en haut, ici, c'est le logo qui sera imposé sur les factures qui ont été générées en FactureX. Quand je vous disais que c'était une nouveauté de la V9, la preuve, ici vous avez des copies d'écran de la version 9, où si j'imprime, en tout cas vers un fichier PDF, ma facture, déjà vous aurez un message qui va vous alerter comme quoi votre facture va être générée en format FactureX, qu'il y aura un logo qui apparaîtra sur cette facture, et vous voyez ici, sur la droite, la facture. D'accord ? Vous voyez aussi que dans le fichier PDF, donc là, moi, je suis mon lecteur de PDF, Acrobat Reader, on voit que dans le fichier PDF, j'ai ce qu'on appelle un fichier joint, un fichier encapsulé, ici, qui s'appelle facturex.xml, d'accord, qui va être les données informatiques, formatisées de ma facture. Vous voyez, quand je disais que le FactureX avait un avantage, c'est qu'il est lisible par l'humain parce que j'ai le support PDF, mais il a aussi le fichier qui est lisible par la machine, avec un fichier informatique, avec du code, etc., qui permet d'avoir l'ensemble des données de la facture. Donc, ce qu'il faut en retenir, en tout cas, par rapport à la V9 et par rapport au format FactureX que l'on a ajouté dans cette V9. C'est un premier pas qui est fait. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on gère les flux de transmission des factures. On gère déjà au moins le format qui fait partie du socle de base des formats attendus par la loi. Ce qui aussi faut retenir, c'est que ce format FactureX, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une transition en douceur. Ça vous permet de continuer, de pouvoir visualiser, imprimer vos factures, même en V9, il n'y aura pas de souci puisque j'ai ce support PDF. Et ce qui est aussi rassurant, notamment si vous passez sur la V9, c'est que grâce à la V9, vous allez avoir un accompagnement dynamique. C'est-à-dire que quand vous allez générer une facture au format FactureX, Sage va vous renseigner sur les mentions obligatoires pour la génération d'une facture. C'est-à-dire que s'il vous manque un élément, par exemple un numéro de TVA, des informations qui sont obligatoires maintenant pour les émissions de factures au format électronique, vous serez alerté comme quoi tel élément manque. Donc, il y aura aussi cet accompagnement qui vous permettra, dans cette phase transitoire, éventuellement, de mettre à jour vos fichiers clients pour vous assurer, le jour où on passe à la loi, que tout soit fait. Dernière phrase sur ça, c'est que Sage sera prêt pour l'échéance du 1er juillet 2024. Vous voyez bien, on fait déjà le format du socle légal. La V10 arrivera courant 2023 et elle sera la version qui contiendra tout l'aspect obligatoire de cette loi. Je vais repasser la parole à André, qui elle va vous parler d'un changement aussi de législation par rapport à la TVA sur les acomptes. Je te laisse la parole, André. Merci Yann. Très bien. Donc effectivement, un nouveau point légal que l'on va traiter avec les versions 9, c'est cette nouvelle réglementation sur la TVA qui s'applique sur les acomptes qui seront encaissés à partir du 1er janvier 2023. Alors, pour rappel, aujourd'hui, lorsque vous percevez un acompte, au niveau de la TVA, donc l'exigibilité de la TVA se faisait au moment de la réalisation de l'opération, de la facture finale.
Donc, qu'est-ce qui va changer à partir du 1er janvier 2023? Lorsque vous percevrez un acompte, vous aurez l'obligation de déclarer le montant de la TVA sur cet acompte dès le mois de la perception de l'acompte. Donc, on va fonctionner ici à l'encaissement. Voilà, donc ici, au niveau de nos applications, on va proposer des automatismes pour gérer cette particularité applicable donc en janvier 2023. Alors, on va distinguer le fait que vous êtes soit utilisateur de la gestion commerciale et de la comptabilité, soit uniquement utilisateur de la comptabilité. Donc, on va avoir plus ou moins d'automatisme selon votre équipement. Donc, dans un premier temps, si vous êtes utilisateur à la fois de la gestion commerciale et de la comptabilité, pour que les automatismes s'appliquent, il sera nécessaire donc que les acomptes soient saisis dans la gestion commerciale et il est aussi nécessaire que les factures d'acompte soient mises en place au niveau de cette même gestion commerciale. Donc, c'est obligatoire de gérer les factures d'acompte. Donc ici, vous avez une copie d'écran avec le petit paramétrage correspondant. Alors, on va prendre un exemple ici de ce qui va changer. Donc là, on a une première capture d'écran. Nous sommes en gestion commerciale et nous réalisons en 2023 un bon de commande client. Sur ce bon de commande client, on va saisir un acompte. À ce moment-là, la facture d'acompte va être générée. Cette même facture d'acompte, on va la valider et la comptabiliser. Donc, si on regarde côté comptabilité, on va retrouver donc l'écriture comptable sur le journal de trésorerie. Donc ici, on a bien l'enregistrement d'un acompte de 200 € et automatiquement, l'application va alimenter le registre de taxes. Donc, pour rappel, le registre de taxes, c'est ce qui vous permet de calculer automatiquement vos montants de TVA. Donc ici, le registre de taxes sera alimenté automatiquement avec un nouveau type de ligne qui s'appelle acompte. Et on distinguera bien dans l'acompte la base taxable ainsi que le montant de taxes correspondant et le taux de TVA. Si vous êtes multitaux de TVA, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner également au niveau des acomptes. Et si on regarde la déclaration de TVA, donc imaginons que sur ce mois-là, nous ne faisons que enregistrer l'acompte et pas la facture. Donc, on retrouve bien ici, au niveau de la déclaration de taxes, le montant de TVA sur l'acompte qui est à verser. OK. Donc, ensuite, on retourne dans la gestion commerciale. Donc, le bon de commande qu'on avait créé initialement, sur lequel nous avions saisi un acompte, est transformé en facture. Donc, on le transforme en facture et ensuite, on va valider et comptabiliser la facture. Et on retourne côté comptabilité pour voir ce qui se passe. Donc ici, je retrouve bien ma facture au niveau de mon journal des ventes. Et si je regarde mon registre de taxes, il est alimenté de la manière suivante. Donc, on va retrouver une première ligne de TVA avec la totalité de la TVA sur le montant total de la facture. Donc, c'est la ligne à 144,36 € de TVA. Et on retrouve de manière automatique la ligne d'acompte, mais qui cette fois-ci vient en diminution. Donc là, l'intérêt, c'est bien évidemment de ne pas payer deux fois la TVA sur le montant de l'acompte. Donc, on va le faire apparaître en négatif au moment où la facture est générée. Et ça, ça se fait de façon complètement transparente pour vous et de façon complètement automatique. Voilà, donc là, c'était le premier cas de figure. On a la compta et la GESCOM. J'utilise les registres de taxes, j'utilise les factures d'acompte et là, tout est automatisé. Et on distingue bien le fait que la V9 est disponible dès à présent. Si vous la mettez avant la fin de l'année, pas de souci. Lorsque vous allez traiter des factures d'acompte en 2022, ce nouveau mécanisme ne sera pas mis en place. Alors pourquoi? Parce qu'on propose un paramétrage qu'on voit ici, donc quand on est dans la comptabilité, qui est la date d'application. Donc ça, vous n'aurez rien à faire à l'installation des versions 9.
cette date d'application sera automatiquement alimentée. Alors, petite précision, peut-être que parmi vous, certains clients ne sont pas concernés par la TVA. Il suffira à ce moment-là de mettre la zone à vide pour que le mécanisme ne s'applique pas. Voilà, donc là maintenant, je vais m'adresser plus particulièrement aux clients qui n'utilisent que la comptabilité, qui n'ont pas la gestion commerciale. Donc, un client qui n'a que la comptabilité va aller directement sur son journal de banque, saisir le montant des acomptes qu'il a reçus. Donc là, on a un exemple d'écriture. J'ai perçu un acompte de 120 € et à ce moment-là, vous devez appeler le registre de taxes pour aller créer une ligne de type acompte. Donc là, voilà, qui fera bien apparaître donc la base taxable et le montant de 20 € dû ici sur cet acompte. Donc là, ce sera à vous d'appeler le registre de taxes et de l'alimenter en précisant qu'il s'agit d'un acompte. Ensuite, au niveau de la déclaration de TVA, comme pour l'exemple en gestion commerciale, on retrouvera bien ici le montant de la TVA sur cet acompte déclaré. Alors ensuite, vous allez comptabiliser la facture de vente. Donc là, vous comptabilisez la facture de vente. Donc là, aucun changement pour vous. Par contre, il sera nécessaire d'aller en gestion du compte client et de faire un prélettrage, entre la facture et l'acompte. Donc ici, on va parler de prélettrage. On va associer l'acompte de 120 € à la facture de 6 000 €. Et à ce moment-là, si on regarde le registre de taxes, eh bien, comme on l'avait tout à l'heure, on va retrouver une ligne avec les 1 000 € de TVA qui correspondent à la totalité de la facture et une ligne qui vient reprendre les 20 € de TVA qui ont déjà été versés du fait de l'acompte. Voilà, donc ici, quand on n'a que la comptabilité, donc ici, si on regarde la déclaration de TVA, on aura bien ici, sur le mois de la facture, le montant de la TVA moins la TVA versée sur l'acompte. Donc ici, un tout petit peu moins d'automatisme côté comptabilité, puisque je dois alimenter le registre de taxes à la saisie des acomptes. Et en termes de manipulation, il faudra bien que je pense à alimenter le prélettrage au niveau du compte de tiers. Donc, il sera nécessaire d'associer les factures aux acomptes. Voilà pour cette nouvelle obligation au niveau de la TVA sur acompte. Et je crois que je rends la parole à Yann pour les autres nouveautés. Merci André, c'était très clair. Donc on va parler aussi des autres nouveautés. En tout cas, les deux grandes nouveautés majeures de cette V9, c'est le premier pas vers cette loi de finances pour la facture électronique et aussi cette mise en place de la réponse par rapport à ce changement aussi législatif au niveau des acomptes perçus, notamment par rapport à la TVA. Les autres nouveautés. Donc, on va avoir des nouveautés côté gestion commerciale. Donc, côté gestion commerciale, on va avoir donc la mise en forme des lignes de documents. Alors, je ne sais plus ce qu'il n'y a pas de lien. Tu l'as pas récupéré. C'est pas grave, on essaiera de vous montrer après des copies d'écran. Donc, Yann, si je peux me permettre, c'est sur les pages suivantes. Pardon. C'est sur les pages suivantes? Ouais. Mais non, sur les pages suivantes, je passe. Elles sont masquées, donc ça ne marchera pas. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. Je suis désolé. Voilà. Mise en forme. C'est ici. Donc, la mise en forme des documents, voilà à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'on a rajouté, donc, ne serait-ce qu'en saisie à l'écran, quand je saisis un document, une amélioration au niveau de la mise en forme, qui va vous permettre notamment d'avoir une lecture un peu plus facile de vos documents, notamment les lignes avec des références seront dans un format spécifique. Si j'ajoute un sous-total, le sous-total sera généralement
en gras avec un fond gris et les lignes qui seront, je dirais, libres, hein, donc sans référence avec juste du texte, elles seront en italique. Cette mise en forme que je vois à l'écran, je peux aussi la reporter au niveau de la partie édition, c'est-à-dire que si je veux voir les mêmes choses côté document édité, hein, donc ici le devis, je vais pouvoir notamment le voir de la même manière. Alors attention, hein, c'est quelque chose qui est en dur, que je ne peux pas modifier. Hein. C'est une mise en forme que propose Sage, mais qui n'est pas personnalisable. Il y a aussi une autre nouveauté qui est l'affichage du total TTC en pied de document. Ça, c'est une chose qui était demandée. Maintenant, quand vous saisissez un document, directement dans l'écran de saisie, hein, plus besoin d'aller dans le pied pour avoir l'information, vous avez en bas à droite, juste en dessous du total hors taxe, le total TTC qui apparaît. On a aussi mis en place une annulation facilitée d'une facture validée. Donc ça, c'est juste un petit process qu'on a rajouté, notamment par rapport aux factures. Vous savez que depuis la loi antifraude à la TVA, il faut en tout cas verrouiller ces factures avant de les imprimer pour les envoyer aux clients. Sinon, j'ai une mention provisoire qui apparaît sur la facture. Aujourd'hui, si vous avez fait une erreur, vous êtes obligé de vous-même créer un certain nombre de documents, notamment avoir, etc. Aujourd'hui, on a facilité ces choses-là, c'est-à-dire qu'on a automatisé l'annulation de la facture, c'est-à-dire qu'on va venir automatiquement générer l'avoir et créer un duplicata de la facture concernée pour que vous puissiez notamment la déverrouiller, soit pour correction ou parce que vous aviez verrouillé par erreur. Alors, il y a une petite chose qu'il faut savoir, c'est que quand je fais ça, je crée un duplicata donc, du coup de ma facture et sur cette facture, je ne mets pas l'historique. Hein, si vous travaillez de temps en temps avec l'historique des documents, je perds en tout cas à ce moment-là l'historique. Saisie des acomptes, donc avec notamment des alertes beaucoup plus claires au moment de la validation, la possibilité aussi d'avoir un choix de souche pour les factures d'acompte. Hein, les messages n'étaient pas, je dirais, assez clairs, hein, notamment maintenant, tout est bien noté par rapport, en tout cas, à la saisie des acomptes, notamment que si je valide la facture, hein, je considère avoir perçu le règlement. Cette facture à compte, je considère avoir perçu le règlement et que ça va générer notamment une information de règlement au niveau de la gestion commerciale et de fait aussi hein, derrière au niveau de la comptabilité. Affichage aussi de l'encours depuis la liste client et fournisseur. Donc ça, pareil, c'est la possibilité dans mon listing client de venir afficher hein, ces informations, hein, donc le solde comptable, le portefeuille, en tout cas côté bon de livraison, facture, le portefeuille côté bon de commande, préparation de livraison. Tout ça, je peux maintenant l'afficher dans ma liste client, notamment si j'ai besoin de visuellement à l'écran avoir cette information, faire des tris ou ce genre de choses-là, je vais pouvoir maintenant l'afficher dans ma liste client. Impression aussi des conditions générales de vente au verso, donc en langue étrangère. On a rajouté la possibilité par rapport à la langue que vous avez paramétrée sur le client. Hein, vous savez que vous avez 2 langues à disposition pour gérer ce genre de choses-là, que ce soit sur les désignations des articles, mais aussi maintenant pour les conditions générales de vente, qui va vous permettre du coup d'imprimer les conditions générales de vente dans la langue qui est rattachée au client. Autre lot d'amélioration, hein, là un peu en vrac, mais qui viennent aussi toutes du Sage Customer Voice, notamment hein, sur les factures validées, donc la modification du prix de revient sur l'entrée en stock, c'est-à-dire que quand je vais valider ma facture, elle va forcer une mise à jour
du coût de revient de l'entrée en stock, hein, surtout s'il y a les différentes vues du BL que j'avais fait. Impression aussi des documents. On a notamment maintenant dans les éditions pour les impressions de documents, la possibilité, si je gère des centrales d'achat, d'aller chercher des informations sur la fiche tiers qui correspond à la centrale d'achat, hein, et plus que la fiche principale du tiers du document. Les imports paramétrables aussi, hein, donc tout ce qui est import-export, on est venu améliorer ça en ajoutant, en supprimant des champs qui étaient inutilisés en import d'inventaire, en ajoutant aussi des choix de souche de documents sur l'import de lignes, hein, puisqu'on peut faire des imports de lignes de documents. On a aussi maintenant rajouté la possibilité d'importer les dates de péremption et de fabrication sur les lignes d'articles qui étaient gérées en numéro de lot et numéro de série. Et on a aussi la gestion des multi-adresses dans l'apport des fichiers clients. Avant, si j'importais un fichier client, on créait une seule adresse, hein, qui était l'adresse principale. On ne pouvait pas importer les autres adresses de livraison ou de facturation. Maintenant, ça, c'est des choses possibles. On est venu aussi rajouter une information, alors là, qui va intéresser beaucoup plus les utilisateurs de la gestion de production Sage 100. On va pouvoir remonter dans les lignes de commande au travers d'une colonne qui s'appellera date d'avancement, les informations de fin de fabrication, hein, théorique par rapport à la planification de fabrication dans cette information date d'avancement. Donc, potentiellement donner aussi aux commerciaux d'avoir une information par rapport à une commande client, notamment la date de fin de fabrication et surtout de mise à quai de cette fabrication, éventuellement pour répondre à des interrogations clients. Je te relaisse la parole, André, sur la partie comptabilité. Très bien. Donc là, on va voir d'autres nouveautés qui sont apportées au niveau de la partie comptabilité finance. Donc, au niveau de la comptabilité, on va pouvoir, avec ces versions 9, faire des envois multidestinataires de mails. Hein, donc, jusqu'à présent, on ne pouvait le faire qu'en gestion commerciale. Donc là, si j'ai besoin d'envoyer un relevé de compte, par exemple, à plusieurs destinataires, ce sera chose possible. Alors, une autre petite modification au niveau de la distinction des fonctions de report à nouveau et de gestion des exercices. Donc ça, c'est plus une modification de confort. Vous aviez jusqu'à présent un seul menu dans traitement, fin d'exercice, nouvel exercice, qui vous permettait donc de créer un nouvel exercice et également de gérer les reports à nouveau. Donc, sur ces versions neuves, vous aurez deux menus, hein, donc plus de clarté au niveau de l'application. Et puis, un petit peu comme vous l'a montré Yann, au niveau des listes, on va pouvoir afficher les soldes au niveau des tiers et des comptes généraux. Donc, montant, tu dois la voir. Alors, c'est pas celle-ci. Alors, voilà, c'est exactement ça. Donc ici, on pourra choisir d'afficher les colonnes solde débit, solde crédit, ainsi que solde signé. Et un petit peu sur le même état d'esprit, au niveau de la gestion des comptes de tiers, on pourra afficher les soldes progressifs. Donc là, tu dois avoir une capture également. Voilà, donc ici, hein, au choix, on pourra activer la colonne solde progressif. À noter que cette colonne sera dépendante du tri de la liste. Hein, donc ici, j'ai un tri par date, donc le solde progressif est calculé par date. Voilà, alors ça n'a pas de sens, hein, sur certains tris, mais ça restera possible. Alors, une autre modification au niveau de l'application immobilisation qui concerne la TVS en 2023. Alors, TVS, hein, taxe sur les véhicules sociétés, on sait que cette taxe n'existe plus, hein, depuis le 1er janvier 2022, qu'elle a été remplacée par deux nouvelles taxes, donc la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques. Donc, en 2023, un nouveau changement concernant cette taxe. Les déclarants vont avoir l'obligation maintenant de mentionner les véhicules qui sont exonérés de taxes. Donc, on pense notamment donc aux véhicules électriques, aux véhicules hybrides,
qui peuvent être exonérés d'une partie de la taxe. Donc, on propose cette gestion au niveau de l'application. Et puis, on propose également un nouvel état qui s'appelle état récapitulatif des véhicules soumis ou non à la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et polluants atmosphériques. Voilà, donc ici, on va gérer cette nouvelle déclaration. Et je crois que c'est toi qui en reprends la main, Yann. Merci André. Donc oui, je reprends la main. Donc on va avoir des nouveautés. Ce qu'on appelle nouveautés gamme, pour bien vous expliquer ce qu'on appelle gamme chez Sage, c'est des nouveautés qui sont communes entre la gestion commerciale et la comptabilité. Donc déjà, première chose, je pense que vous avez pu le voir courant de cette année 2022, Sage a changé notamment son identité visuelle. Bon, bien sûr, nos produits aujourd'hui sont dans cette nouvelle charte graphique, y compris donc l'identité visuelle, la nouvelle identité visuelle de Sage. On va avoir aussi donc, des éléments en sommeil non proposés à la saisie, donc de façon, je dirais aujourd'hui, automatique. L'aperçu aussi avant impression qui va être amélioré, notamment avec 2 touches qui vont vous permettre de faire précédent et suivant, un peu comme quand vous êtes sur une lecture d'un PDF, d'avoir des boutons qui vous permettent de passer la page d'une page à l'autre. Ça va être ajouté, et toujours la possibilité bien sûr de zoomer sur les documents. En tout cas, ça vous facilitera la navigation si vous avez des documents, que ce soit des bons de commande, des factures qui font plusieurs pages. On va aussi donc avoir une mise en place d'une codification structurée des archives, et on supprime un lien qui n'a plus lieu d'exister maintenant dans nos solutions, qui est le lien Skype, puisque vous savez très bien qu'aujourd'hui, Skype, en tout cas pour la partie entreprise, a été largement remplacé par Microsoft Teams. D'autres nouveautés aussi, c'est sur la gestion de production V9. Notamment, ces nouveautés, elles tournent essentiellement autour d'améliorations sur le calcul des besoins nets, le CBN. Donc, on va avoir la possibilité, on a amené en version 8 une fonction de transit de marchandises qui permettait en tout cas d'appliquer un transfert de marchandises, cette notion de temps, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on constate que ce n'est plus dans le stock de départ et que c'est toujours pas arrivé dans le stock de destination. Il y a des temps de transport, il y a ce genre de choses-là, mais on n'avait pas la possibilité, notamment quand on avait des propositions de transfert de stock qui devaient avoir notamment un transit assez long, de pouvoir transformer une proposition de transfert en transit de marchandises. Maintenant, c'est chose faite, on va pouvoir le faire. Prise en charge aussi des transits de marchandises sur option, notamment les transits, les attentes, les préparations sont intégrés dans le calcul pour anticiper les sorties et les entrées de stock futures. D'accord. Proposition d'achat aussi, donc avec la gestion de l'acheteur. Donc maintenant, on a la possibilité au niveau de la partie achat et de la validation, notamment d'une proposition, de modifier l'acheteur. Alors, avant, on prenait l'acheteur par défaut. Maintenant, on a la possibilité de dire, voilà, c'est pas cet acheteur-là, c'en est un autre, et qui va bien sûr être répercuté sur le document d'achat qui va être généré dans la gestion commerciale. On est venu aussi amener une fonction qui va permettre de faciliter le regroupement par commande pour pouvoir faire des calculs de regroupement, notamment sur les propositions d'achat, et vous éviter de le faire, je dirais, vous-même manuellement ou au travers de numéros d'affaires, puisque aujourd'hui c'était possible uniquement si je gérais des numéros d'affaires sur mes documents. Maintenant, on va pouvoir le faire même sans gestion de numéros d'affaires. On va pouvoir lancer des calculs avec des notions de regroupement pour pouvoir regrouper par rapport à un code qui sera généré automatiquement
regrouper des commandes par client. Autre amélioration, puisqu'il y a aussi pas mal de petites améliorations sur les fonctionnalités pour améliorer la productivité, notamment la réception de sous-traitance a été améliorée. On a aussi des améliorations qui arrivent dans les dossiers de fabrication, notamment la possibilité d'imprimer des documents complémentaires qui n'existaient pas avant. Création aussi, dans la création des ordres de fabrication. Et on a aussi l'atelier de développement qui va vous permettre d'ajouter notamment plusieurs activités qui ont été créées pour du paramétrage avancé. Donc ça concerne plus nos partenaires, mais ils pourront vous faire bénéficier de ces améliorations au niveau de la saisie atelier. Les marques blanches aussi ne sont pas en reste, donc notamment Sage Automatisation Comptable. Sage Automatisation Comptable, donc, bien sûr, va aussi passer à la nouvelle charte graphique de Sage, mais on a aussi toute la partie documentation en ligne, donc l'aide en ligne d'ACS qui sera directement dans votre site Sage Automatisation Comptable et plus dans l'aide en ligne de Sage. Point important, on a parlé de la facture électronique. Sage Automatisation Comptable fera partie en tout cas des outils qui permettront de faire de la réception de factures électroniques. Et dès à présent, depuis le 14 octobre dernier, Sage Automatisation Comptable sait réceptionner des PDF au format FactureX. C'est-à-dire qu'au lieu de dossériser les données du PDF, il ira chercher le fichier XML qui est encapsulé dans le PDF pour en lire les données et vous remonter l'information au niveau donc, du traitement de la facture. Bien sûr, on aura une compatibilité avec les objets métiers V9 qui sont obligatoires pour utiliser cette automatisation comptable. Sage BI Reporting et Sage Recouvrement de créances, alors là, pas vraiment de nouveauté, mais ils seront bien sûr compatibles avec la V9. Donc voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup Yann, merci André également. Merci à tous pour votre écoute. Je vais passer la parole à Léa. Merci à tous pour cette présentation. Maintenant à la partie questions-réponses. Donc Emmanuel, Yann, André, j'ai reçu plusieurs questions. Donc première question, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un PDP et un OD? Alors, non. Il n'est pas obligatoire d'avoir et un PDP et un OD, puisque, par exemple, dans le cadre de la gestion commerciale Sage réalise la transformation du format d'émission de la facture classique en format FactureX. Donc, dans ce contexte, Sage est un opérateur de démat, donc un OD. En tout cas, je parle de Sage 100. Et ensuite, du coup, cette facture, elle pourrait très bien être déposée sur le PPF directement. Donc, mais ça serait sur un flux, on va dire, relativement manuel et standard. Ensuite, le sujet des PDP, donc des plateformes privées, interviendra si il est nécessaire d'avoir des services complémentaires, si peut-être l'entreprise a besoin de traiter des flux sur des mouvements internationaux, puisque le PPF ne traitera pas les éléments internationaux. Donc, ça dépendra en fait des services qui seront proposés par ces PDP. Si l'entreprise, par exemple, a besoin de continuer à travailler sur du format EDI qui est déjà utilisé, puisque ce ne sera pas traité par le PPF. Donc, il n'y a pas d'obligation à date. Ce sont les circonstances qui permettront en fait de décider si oui ou non l'entreprise a besoin des PDP. Et comme vous l'avez compris aussi, c'est encore un peu tôt en même temps pour aller choisir tel ou tel PDP, puisque aujourd'hui, on sait que certains éditeurs ou certains acteurs ambitionnent de devenir PDP. Néanmoins,
ces PDP ne sont pas encore immatriculés, ne sont pas encore référencés, et donc il est un peu tôt pour se positionner sur tel ou tel choix. Merci Emmanuel. Deuxième question. Pour la nouvelle règle de la TVA, pour la GESCOM, est-ce obligatoire de se mettre à jour en V9? Ah ben, oui. Enfin, c'est-à-dire que, enfin oui et non. Sage nous annonce, je te laisse la parole après. Ouais, peut-être laisser André répondre. La réponse c'est oui ou non. Ça dépend de ce que vous voulez faire. André, je laisse répondre. Peut-être pas le micro ouvert. Sur la question de l'obligation d'être en V9, pour la TVA sur les acomptes, donc ok, je vais prendre la parole. Donc, pas d'obligation absolue. Par contre, le fait d'être en V9, ce sera du confort, parce qu'on aura des automatismes pour le gérer. Donc, on devrait malgré tout mettre à disposition un mode opératoire, mais ça, c'est Apsis Cyborg qui le mettra à votre disposition. Donc, un mode opératoire pour gérer ces acomptes de TVA sans avoir la version 9. Mais bon, c'est quand même préconisé pour avoir les automatismes. Merci André. Alors, quand on dit que c'est Apsis Cyborg qui vous donnera, il vous donnera la procédure que Sage aura transmise à Apsis Cyborg. Ce n'est pas Apsis Cyborg de vous faire la procédure. C'est Sage qui la fera et qui la communiquera à ses partenaires qui, du coup, vous la transmettra. Et pour compléter tout ça, donc en fait, je pense que c'est surtout une question de volumétrie. C'est-à-dire que. On t'entend plus, Emmanuel. Ah bon? Selon la volumétrie qui est à traiter par l'entreprise, potentiellement, il y a ou pas un réel intérêt à passer sur la V9. Si c'est un acompte de temps en temps, on peut très bien imaginer être sur certaines actions manuelles pour pouvoir s'assurer de déclarer la TVA correctement. Si c'est quelque chose d'extrêmement régulier dans vos process, forcément que nous préconisons de passer en V9. Pour votre information, pour toutes les interventions clients que nous avons planifiées là très prochainement, nous étudions bien entendu les migrations directement en V9. Donc tous les tests de migration qu'on fait, on les fait majoritairement en V9 pour pouvoir effectivement se projeter plutôt sur une mise à jour en V9 qu'en V8. Merci Emmanuel, merci Yann. Alors, autre question, pourra-t-on faire des factures d'acompte à des sociétés en cours d'immatriculation dont nous n'avons pas encore de SIRET? Dans le cadre de la facture électronique, la question, je suppose, alors pour moi, parce que oui, on pourra toujours faire des factures d'acompte, mais aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nouveaux flux qui sont imposés et qui seront obligatoires par rapport à cette facture électronique, notamment en émission de la facture, devront passer soit par le PPF, soit par des PDP, et on ne pourra pas router une facture si on n'a pas en tout cas les informations d'identification de l'émetteur et surtout du destinataire. C'est comme si, entre guillemets, je prenais ma facture que j'imprimais aujourd'hui, que je la mettais sous pli et que je mettais l'enveloppe sans mettre d'adresse, sans mettre de timbre dans la boîte aux lettres. C'est la même chose, ça n'arrivera pas à son destinataire. Donc, je pense qu'il y aura en tout cas des immatriculations provisoires ou simplifiées, plus rapides. On en entend déjà parler, j'en entends souvent à la radio là en ce moment qui commence à avoir des immatriculations simplifiées et plus rapides. Mais tant qu'on n'aura pas notamment un minimum, un SIRET, ça va être compliqué de pouvoir faire le routage des factures. Il y a des données qui vont être importantes, et ayez-le en tête dès à présent, numéro de SIRET, numéro de TVA intracommunautaire, ces informations sur vos fiches clients. Si aujourd'hui, c'est des informations et des cases vides, prenez le temps d'y réfléchir l'année prochaine parce qu'il va falloir les remplir. Merci Yann. Concernant les conditions générales de vente, est-il possible désormais d'avoir plusieurs pages? Alors, les CGV, elles sont éditées au verso, mais je pense que c'est dans le contexte standard de Sage, c'est sur une page. Et si vous avez besoin d'imprimer des CGV sur plusieurs pages,
On pourra vous accompagner avec un petit utilitaire, un utilitaire qui s'appelle TAI par exemple, qui pourra vous permettre de gérer cet aspect-là. Mais dans le standard de Sage, on est sur des conditions générales au verso sur une page. Merci. Pour les PDP qui durent 3 ans, faut-il donc changer tous les 3 ans? Non, enfin, il ne faut pas changer tous les 3 ans. En fait, c'est que la PDP sera certifiée et aura un renouvellement de son accréditation qui sera valable tous les 3 ans. Donc, c'est à elle de faire le travail nécessaire pour pouvoir continuer à être certifiée et accréditée. Après, si malheureusement vous avez choisi une PDP qui ne venait pas à être renouvelée, il faudrait en changer. Mais je pense que ça sera quand même quelque chose d'assez peu probable. Donc, oui, et de toute façon, hein, les conditions d'immatriculation ne sont pas données à tout le monde aujourd'hui. Hein. Une petite entreprise aujourd'hui qui ferait un petit peu de dématérialisation et qui souhaiterait devenir PDP, je pense que ça serait un peu compliqué pour elle, parce qu'il y a beaucoup de choses à respecter, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, des normes ISO, des normes de sécurité, etc. Et aussi les conditions d'immatriculation sont assez restrictives pour que normalement ce soit des entreprises qui tiennent la route. Après, comme dit Emmanuel, on n'est pas à l'abri qu'une entreprise puisse s'arrêter, mais normalement, voilà, elles sont réimmatriculées tous les 3 ans. Donc, si c'est quelqu'un de sérieux, il n'y a pas de raison que vous soyez en changé tous les 3 ans. Merci. Donc, autre question. Pour l'affiche des encours, est-il possible de visualiser en liste le montant de l'encours autorisé? Oui, on peut le rajouter dans la liste. Soit aussi l'encours d'assurance. C'est pas pareil. Pareil, j'ai plusieurs fois la question, je vous laisse y répondre. Donc, quand est-ce que cette version 9 sera disponible et est-ce que la mise à jour est automatique? Donc, la version 9 est disponible depuis vendredi, 14 octobre. Donc, elle a été livrée par Sage le 14 octobre. Donc, nous, chez Apsys Cyborg, on va commencer à la délivrer progressivement. On fait quelques tests, surtout pour les clients qui sont déjà équipés. Et quand on parle donc de mise à jour, on vérifie un peu que les mises à jour se passent bien avant de les proposer. Automatique, non. C'est-à-dire que vous avez l'information comme quoi une mise à jour est disponible, une nouvelle version est disponible. Vous avez la tuile qui peut vous indiquer qu'une nouvelle version est disponible, mais il y a tout un tas de précautions à prendre avant de réaliser cette mise à jour. Donc, il faut effectivement sauvegarder vos bases, vérifier un certain nombre d'éléments avant de passer la nouvelle version. Donc, ce n'est pas automatique, ça fait partie des accompagnements qu'on vous propose. Certains d'entre vous, mais il y en a assez peu, sont autonomes dans la réalisation des mises à jour. Et dans ce cas-là, il suffit de demander les clés et codes comme d'habitude. Vous les retrouvez même d'ailleurs dans votre espace client. Les éléments ont été activés là, donc on peut vous fournir les sources si vous êtes autonome. Merci. Faut-il avoir Sage Comptabilité pour saisir les factures d'acompte au 1er janvier 2023? Non. Donc, les factures d'acompte se saisissent en gestion commerciale et ensuite, c'est la gestion commerciale qui écrit dans la comptabilité. En revanche, toute la partie déclaration de TVA, etc., c'est bien au niveau de la comptabilité que ça se fait. Mais les factures d'acompte se font dans la gestion commerciale. Donc, en fait, vous devez utiliser le principe des factures d'acompte si vous êtes équipé et de gestion commerciale et de comptabilité. Et si jamais vous êtes équipé que de comptabilité Sage, parce que vous avez une gestion commerciale métier, dans ce cas-là, au niveau de la comptabilité, c'est ce que André vous a montré, vous devrez faire la manipulation d'alimenter votre registre de taxes au moment de la saisie de la compte et vous devrez faire votre prélettrage manuellement pour pouvoir déclarer correctement la TVA. Merci.
La génération de la facture X nécessite obligatoirement l'imprimante PDF Sage ou une imprimante PDF quelconque suffit? Alors, non, il n'y a pas besoin d'imprimante PDF. C'est natif dans le produit. C'est-à-dire que quand je dis que je veux sauvegarder ma facture aujourd'hui au format PDF dans la VNF, il me génère automatiquement un fichier au format facture X. Et ça ne passe pas par une imprimante. C'est natif dans le produit, c'est Sage 200 qui vous génère automatiquement le PDF de type facture X sans passer par des imprimantes PDF. Merci. Le registre de taxes est-il une nouveauté du registre de taxes? Pardon. Le registre de taxes est-il une nouveauté de la V9? Non, la notion de registre de taxes existe depuis quelques années maintenant. C'est ce qui permet de gérer la TVA sur encaissement, et donc c'est ce qu'on utilise depuis plusieurs années. Ce qui est nouveau cette année, c'est le type de registre de taxes, donc à compte, et c'est ça en fait qui est nouveau et qui permet du coup de gérer les automatismes qui vous ont été présentés par André, et de pouvoir donc gérer à la fois la déclaration de la TVA au moment de l'enregistrement de la compte et également la reprise de cette TVA au moment de l'établissement de la facture. André, tu me complètes si j'ai pas tout dit. Non, c'est exactement ça. Ça fait très longtemps que c'est utilisé. Alors, ça sert aussi pour la TVA sur les débits. Hein. Oui, oui. Mais on l'utilise, c'est vrai, plus souvent sur les encaissements, mais voilà. Oui, ça peut servir pour tout type de TVA. Merci. Quelle version SQL est nécessaire pour la V9? Ça doit être 2014. Alors, Sage livre, ouais, Sage livre du 2017. Alors, juste pour en tout cas répondre à cette question, aujourd'hui, comme le dit Emmanuel, nous on livre de la 2017 avec nos solutions, Runtime 2017. Sachez que la V9 est compatible aussi SQL 2019. Et aujourd'hui, on ne préconise plus SQL Server 2012 puisqu'il n'est plus maintenu ou il est en phase de plus être maintenu par Microsoft. Donc voilà, un minima du 2017, mais sachez que ça fonctionne sur la dernière version d'SQL qui est SQL Server 2019. Merci. À propos de la TVA sur les acomptes, comment se passe la gestion de la TVA déductible car nous n'avons parlé que de la TVA collectée? Alors, tout simplement parce que cette réforme, elle ne vaut que pour les acomptes reçus. Versé. Reçus par les entreprises qui ont, voilà, qui ont été versés, oui. C'est l'entreprise qui va recevoir un acompte qui va devoir donc déclarer la TVA immédiatement. Même si elle est en déductible. Même si la facture, au final, sera en déductible. Même si, au final, la TVA n'est pas sur les encaissements au niveau de la facture. Pour l'acompte, en fait, c'est particulier. Dès qu'on réceptionne l'acompte, on doit déclarer la TVA. Très bien. Autre question. Comment gérer le découpage d'un acompte sur plusieurs factures? Alors là, je pense que il faudrait manuellement saisir le montant de l'acompte sur chaque facture. Parce que je ne vois pas, non, on ne pourra pas. En fait, on va saisir le montant qui correspond à la facture. Merci. Sous quel format les factures seront reçues? En format PDF et reçues comment? Par mail? Alors, je pense qu'on parle de la facture électronique. C'est comme je vous l'ai dit, il y a des nouveaux flux, des nouvelles façons de travailler demain, en tout cas avec la loi de finances sur la facture électronique, au niveau des envois et des réceptions. Quand on parle d'envoi et de dématérialisation, tout ça sera automatisé. C'est-à-dire que quand vous allez émettre vos factures,
entre guillemets, hein, vous allez cliquer sur le bouton émission de la facture. Sage va l'envoyer automatiquement vers le PPF qui va se charger de l'envoyer à la société qui doit réceptionner cette facture. Après, si on prend de l'autre côté, quand vous allez recevoir une facture d'un de vos fournisseurs, ben là, c'est la même chose. Vous allez avoir notamment l'information comme quoi il y a une facture qui est arrivée sur le PPF et vous allez pouvoir, soit avec ACS, soit avec directement votre solution de gestion commerciale C200 ou la comptabilité, pouvoir vous connecter sur le PPF ou le PDP, hein, si vous utilisez un PDP, pour réceptionner vos factures. Alors, je ne sais pas s'il y a des utilisateurs de Sage eFacture, ça a fonctionné à peu près comme Sage eFacture, comme ce qu'on faisait dans cette solution hein, qui était imposée pour ceux qui travaillaient avec les établissements publics, hein, puisque la facture électronique, ça ne date pas non plus d'hier. Hein, ceux qui travaillaient déjà avec des établissements publics devaient déjà émettre leur facture au format électronique. Donc voilà, ça va être transparent pour vous, mais ça va passer par des canaux complètement voilà, dématérialisés. Quoi, hein. Ce ne sera pas une facture par mail. Voilà, il n'y aura pas de facture par mail. De toute façon, dans le cadre de la loi, il est même dit, alors après ça devra être quand même un peu plus précisé, que les impressions ne seront plus autorisées. À suivre ça, parce que ça va être compliqué, notamment dans les premiers temps. Mais sachez que, par exemple, nous, on a fait le choix du FactureX, donc c'est encore lisible par l'humain, hein, puisque c'est l'intérêt du format FactureX, mais des sociétés, en tout cas éditrices de logiciels comme Sage, pourront choisir un autre format, l'UBL ou le XFAQ C2I, et ces deux formats, c'est que du fichier XML. Hein. Donc, pour visualiser une facture, alors soit il faut être une machine et savoir lire du fichier XML comme ça, hein, puisque c'est juste du code hein, avec des informations dedans. Demain, ça sera compliqué. Hein, donc, tout va être dématérialisé. La seule vision que vous aurez de votre facture, c'est celle que vous aurez sur votre écran. Hein. D'accord, hein, la facture qui est saisie dans Sage. Merci. On va prendre une dernière question. Peut-on désactiver le PPF pour les entreprises étrangères? Ça va être automatique. Il n'y aura pas besoin d'activer ou désactiver. Dès que ce sera une entreprise qui ne sera pas française, il n'y aura pas l'émission de l'e-invoicing. Hein, donc l'émission de la facture au format électronique. Donc là, je pourrais l'imprimer hein, dans ce cas-là, pour l'envoyer. Ou l'envoyer par mail dans un PDF classique. Donc, merci André, merci Yann et merci Emmanuel pour cette webconférence. Et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apticiborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.